Vive l'éolien, vive le solaire! Ô vous, Éole et Hélios, montrez-nous quelle est la voie. Montrez-nous comment bien utiliser vos énergies. Oui, les énergies renouvelables, c'est formidable. Quoi, il n'est ni contre le nucléaire, ni contre les énergies renouvelables? Eh bien non. Nous allons dans cette vidéo regarder pourquoi ces productions d'énergie électrique sont intéressantes et comment il faudrait les utiliser pour que ce soit le plus efficace possible d'un point de vue écologique. Je vous ai montré dans une vidéo précédente que développer des ENR, c'est l'abréviation que je vais utiliser pour énergie renouvelable, pour remplacer le nucléaire en France n'était pas aussi facile que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas développer les ENR? Non, bien au contraire. Les énergies renouvelables peuvent être formidables si elles sont bien utilisées. Le problème est qu'on va leur faire des choses pour lesquelles elles ne sont pas faites. Or, on n'utilise pas un 4x4 de la même façon que l'on utilise une Formule 1. Les ENR ont des atouts indéniables. Si je les liste, la faible émission de CO2 par kWh. Les ENR dégagent très peu de gaz à effet de serre. 11 grammes d'équivalent CO2 par kWh pour l'éolien, 38 pour la géothermie et 48 pour le solaire photovoltaïque, soit beaucoup moins que les énergies fossiles. Autre atout, la rapidité de déploiement, la moindre mobilisation de capitaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus compétitives. Elles demandent aussi moins de compétences techniques. Néanmoins, les ENR ne sont pas une solution universelle, car elles ont des inconvénients importants. S'il n'y a pas de vent et pas de soleil, pas d'électricité, donc elles sont non pilotables. Elles ont une faible densité, donc prennent beaucoup de place. Besoin en matériaux aussi très important. Ce qui fait que certains tirent à boulet rouge sur les énergies renouvelables. Mais dans certains cas, ces inconvénients sont franchement secondaires. Donc l'intérêt des ENR dépend de la situation. Regardons celles pour lesquelles les ENR intermittentes sont un outil formidable. Dans les pays possédant un mix énergétique très carboné, chaque énergie renouvelable installée, c'est des gaz à effet de serre en moins. Du moins jusqu'à un certain pourcentage du mix énergétique. Des pays comme le Danemark, Skål, grâce aux ENR, ont ainsi bien baissé la valeur carbone de leur mix électrique très carboné, passant de plus de 900 grammes équivalent CO2 par kWh électrique à 400 grammes. Et on ne parle pas que de la production d'électricité. Les ENR peuvent servir pour la production d'eau potable, de chaleur, de dihydrogène ou d'ammoniac. Alors oui, vu leur fort besoin en matériaux, c'est transformer une société qui utilise des hydrocarbures ou du charbon en une société encore plus extractive, qui va créer plein de mines pour répondre aux besoins en matériaux. C'est donc déplacer le problème. Mais on peut quand même conclure que face à l'urgence du réchauffement climatique, c'est mieux des ENR intermittentes que du charbon ou du gaz. Et même si en complément des ENR, on développe souvent du gaz pour gérer l'intermittence, comme je vous l'ai montré dans une de mes vidéos précédentes, les ENR permettent de moins faire appel à ces énergies fossiles. On pourrait me dire, oui, mais il vaut mieux construire des centrales nucléaires car c'est encore moins carboné et en plus c'est pilotable. C'est juste comme remarque, sauf qu'il y a un paramètre important qui est l'urgence climatique. Si vous voyez la durée moyenne de construction des centrales nucléaires, qui va de 57 mois à 120 mois selon les périodes, soit de 5 ans à 10 ans. Alors que pour les projets d'éoliennes, on peut viser 2 ans. La taille du projet, les recours juridiques peuvent évidemment changer la donne. Mais on peut quand même dire que la rapidité d'installation des ENR permet de commencer, le mot est important, commencer à décarboner la production énergétique du pays beaucoup plus rapidement qu'une centrale nucléaire. En plus, elle pourrait être accompagnée par d'autres ENR qui sont pilotables, comme la biomasse ou le biogaz. Mais attention, ce qui est très bien en quantité raisonnable pour la biomasse et le biogaz ne sera pas si bien en grande quantité car nécessiterait beaucoup de ressources végétales. Donc oui, il faut supporter la biomasse et le biogaz, mais avec modération. Certaines régions très isolées sont ce qu'on appelle dans le jargon off-grid, c'est-à-dire non reliées à un réseau électrique. Vous avez ainsi des zones isolées, comme les communautés dans les zones arctiques ou les îles. Souvent, les îles dépendent fortement de coûteuses importations en hydrocarbures. Pour remédier à cette dépendance aux hydrocarbures, il y a un grand intérêt de mettre des ENR. Par exemple, le Cap-Vert ambitionne 50% d'ENR de son mix énergétique en 2030.
Dans notre société riche comme la nôtre, nous avons l'habitude d'avoir de l'énergie à disposition tant que l'on possède de l'argent. On oublie trop souvent que ce n'est pas le cas partout. Il y a des régions dans le monde où l'électricité est encore un rêve. Cela concerne 840 millions d'humains en 2017, soit 13% de la population mondiale. Pour ces régions, avoir de l'électricité, même que quelques heures par jour, c'est déjà un progrès immense. Et là, les ENR intermittentes sont un atout formidable. Elles s'installent rapidement en mobilisant moins de capitaux que les énergies pilotables et demandent moins de compétences techniques au pays que ce que demanderait le nucléaire par exemple. Et en France alors, notre électricité est déjà faiblement carbonée. Notre pays est riche et compétent et on n'est pas une petite île. Alors ça sert à rien les ENR. Pas vraiment. La France est vraiment un cas très particulier. Elle fait partie des pays au monde qui ont l'électricité la plus décarbonée. Elle le doit à son parc nucléaire. Vu que le nucléaire français dégage 1. Moins de gaz à effet de serre que l'éolien et le solaire, 2. Propose un service rendu bien supérieur car c'est une énergie pilotable, on pourrait conclure qu'une fois remplacées les centrales à charbon qui nous restent, installer des ENR intermittentes va aggraver le réchauffement climatique. Logique! Or, une étude de RTE démontre le contraire. Mais comment c'est possible, monseigneur? Cette étude démontre que l'installation d'ENR en France permet de décarboner majoritairement le système énergétique de nos voisins, avec 17 millions de tonnes évitées, car il y a des échanges entre les pays selon les besoins de consommation. On peut se demander si tous ces efforts de développement d'ENR sont pertinents pour faire le boulot de nos voisins européens. C'est un peu comme si on avait un voisin qui polluait et qu'on met de l'argent pour dépolluer chez lui. Sauf que le CO2, lui, ne réchauffe pas que votre voisin, mais toute la planète. Donc, mais si c'est vraiment votre argument, autant construire ces énergies renouvelables directement en Pologne ou en Estonie, qui possèdent un mix catastrophique d'un point de vue gaz à effet de serre. Je suis sérieux, hein. Si on voulait vraiment lutter contre le réchauffement climatique au niveau européen, on devrait orienter les fonds des ENR vers ces pays, dont une partie des 121 milliards de l'État français pour soutenir la filière éolienne et solaire. Après, la question est, dans un pays où l'électricité ne représente que 11% des gaz à effet de serre, avec un mix électrique déjà très bas carbone, environ 74 grammes de CO2 par kWh d'après RTE, est-ce la priorité de mettre 121 milliards là au lieu de le mettre dans le bâtiment qui est un mauvais élève avec plus 11% d'émissions par rapport aux objectifs ou dans le développement de transports collectifs? C'est ça la question. Cette vidéo est plus orientée sur la production d'électricité et non sur la production de chaleur, car je garde ça pour une prochaine vidéo. Néanmoins, il y a un lien très intéressant des ENR thermiques sur la production d'électricité. La période la plus tendue sur le réseau électrique en France est en hiver, où l'on a des pointes de consommation électrique dues au chauffage. Les ENR thermiques permettent de diminuer ces pointes. Pour ça, il faut 1. Des réseaux de chaleur, 2. Des panneaux solaires thermiques, pas photovoltaïques, et vous stockez la chaleur produite. Oui, la chaleur se stocke très bien. 3. Vous pouvez mettre un peu de biomasse, mais pas trop. Avec ces ENR thermiques, vous diminuez les besoins de chauffage. Donc, vous décarbonez l'électricité française, car on limite l'appel à des productions d'électricité à base de gaz ou de charbon qui sont utilisées dans les périodes de grand froid. Vu la politique depuis plusieurs décennies de nos gouvernements qui n'anticipent pas du tout le renouvellement du parc nucléaire, qu'on le veuille ou non, on va avoir besoin de beaucoup d'ENR et sûrement de gaz aussi. On parle de l'effet falaise du parc nucléaire. Plus des 3/4 des réacteurs seront fermés en 2050-2060, ce qui nous fera passer de 63 gigawatts à 14 gigawatts. Et même les réacteurs qui seront sûrement annoncés ne suffiront pas à compenser cette falaise. Donc on aura besoin des ENR. Les ENR sont intermittentes, oui, elles le sont, et si vous souhaitez les développer massivement, il me semble qu'il faut accepter cette caractéristique et arrêter de faire croire que l'on va trouver une solution pour le stockage. La fiabilité des réseaux électriques est une caractéristique de nos mondes modernes. Et la modernité a toujours voulu dire d'aller vers plus de fiabilité. Sauf que demain, peut-être que la modernité sera de renoncer à ça. Pourquoi je dis ça? Eh bien, le fameux pic pétrolier est déjà ou va être une réalité de mon vivant.
Une fois que la tension sur les ressources d'hydrocarbures sera forte, notre société va affronter d'importantes perturbations énergétiques. Soit on aura été intelligent et on aura développé des centrales nucléaires rapidement tant que le pétrole est encore disponible, ce qui nous assurerait un niveau de vie suffisant au XXIe siècle, soit on sera un peu mal et l'on sera à ce moment-là heureux d'avoir des ENR qui fournissent de l'énergie de temps en temps. Je vous avais montré dans une vidéo qu'être écolo, c'est changer son rapport au temps. Eh bien, je pense que faire appel aux énergies renouvelables, c'est penser l'énergie en termes d'espace. La ville est le lieu où se concentrent les services importants à la vie d'une société. Les lieux de pouvoir, mairies, préfectures, etc. Les hôpitaux, les gares, c'est-à-dire les services que l'on souhaite disponibles tout le temps, pour lesquels l'intermittence serait problématique. C'est ce qui me fait dire que l'on gardera sûrement les énergies pilotables pour les villes. Mais en pleine campagne, on pourra se permettre d'être moins exigeant. Et on sera déjà content d'avoir de l'électricité et de la chaleur de temps en temps grâce aux ENR que l'on pourrait compléter avec un peu, j'insiste sur le un peu, de biomasse et de biogaz. En fait, comme à l'époque des moulins, où le meunier faisait tourner son moulin les jours de vent, et le reste du temps, il dormait d'après la légende. C'est là aussi que l'on se rapproche d'un autre concept pour lequel les ENR auront un intérêt, la résilience. Ce mot qui est devenu à la mode, utilisé à toutes les sauces, est un concept un peu flou. Je pourrais tenir des heures sur sa résilience, mais là, je vais vous proposer la définition suivante. C'est la capacité d'un service à continuer à fonctionner en mode dégradé sous contrainte. Dans notre cas, le service c'est de fournir de l'électricité à des consommateurs. Dans un contexte difficile, genre un Covid 10 fois plus dangereux par exemple, avec plus aucun opérateur de centrale nucléaire qui est prêt à aller travailler de peur de mourir, moi je vous dis qu'on serait bien content d'avoir des ENR qui nous fournissent un peu d'énergie de temps en temps pour que notre société continue à survivre le temps que la crise passe. Attention, je ne suis pas en train de dire que les ENR sont plus résilientes que d'autres systèmes de production d'énergie, mais que parfois, face à certains chocs, elles peuvent avoir des propriétés qui favorisent la résilience du service de fourniture d'énergie. Et par rapport à d'autres chocs, elles peuvent être totalement nulles. Et puis si vraiment il y a un effondrement de notre civilisation actuelle, on risque de retourner vers de plus petites communautés, et là, les ENR prendront encore plus de sens. Donc en résilience, l'intérêt des ENR sera un curseur qui dépendra de l'amplitude et de la nature des chocs que notre société affrontera. Les énergies renouvelables font partie du mix énergétique et donc il s'agit de les utiliser de la meilleure des façons. Je déplore qu'aujourd'hui on continue à opposer le nucléaire et les ENR car elles sont complémentaires. Les ENR sont des alliés précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique, surtout à l'étranger, mais également maintenant en France avec le recul annoncé du nucléaire. L'erreur néanmoins que l'on fait est de vouloir faire aux ENR des choses qu'elles ne peuvent pas faire, essentiellement dues à leur intermittence. Vous allez me dire, oui mais regarde, il y a des scénarios 100% ENR qui existent. Oui c'est vrai, mais ces scénarios impliquent des choix politiques très différents de ceux d'aujourd'hui, avec des modifications énormes de notre société. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Néanmoins, on peut déjà dire que développer des ENR nous invite à réfléchir à ce qu'un futur avec moins d'énergie pourrait être. 1. Cela nous impose de chercher à faire le maximum d'économies d'énergie. 2. Cela nous apprend petit à petit à adapter notre consommation à la production. Ce qui me paraît intéressant pour commencer à développer des technologies et des compétences de résilience sur le territoire français, pour être prêt quand des effritements et des chocs sévères arriveront. Car ils vont arriver, et je ne suis pas sûr que l'on soit prêt. Telle est la voie. Hey, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche.